Il est 7h49 ce matin. Nous recevons pour le petit déjeuner politique Agnès Pannier-Runacher, qui est secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie. Oui, bonjour Agnès Pannier-Runacher. Bonjour. A priori, dernier conseil des ministres ce matin du gouvernement sous sa forme actuelle. Est-ce que vous avez reçu, vous, des signes pour bouger, rester ou partir ? Non, aucun signe à ce stade et c'est bien normal. La feuille de match est définie au tout dernier moment. Il faut que le coach se donne le maximum de liberté. Oui, c'est vrai. Et le coach, donc, c'est Emmanuel Macron en l'occurrence, quoi. Tout à fait. Oui. Édouard Philippe, lui, il doit rester ou pas ? Je crois que c'est pas ma réponse qui intéresse les Français, c'est la réponse du président de la République. Nous, ce qu'on cherche à faire, c'est préparer ce virage du dernière partie du quinquennat. Dans cette dernière partie du quinquennat, on doit réparer le pays. On est face à des défis considérables. Et cette équipe qui va être au travail... Alors, il dit quand même, le chef de l'État, dans l'interview ce matin, un nouveau chemin. Il faut dessiner un nouveau chemin. Tout à fait, parce qu'on a fait beaucoup de réformes. Certaines réformes ont été faites vite, parce que tout n'est pas passé. Cette urgence. Tout n'est pas passé. Tout n'est pas arrivé à son terme. Certaines réformes ont pu être vécues comme étant faites contre les Français. Le président de la République le dit très bien. Et aujourd'hui, il faut qu'on se pose. On a 3-4 enjeux. La santé, la dépendance, les jeunes. Et il faut qu'on mène ces combats jusqu'au bout. Et il faut évidemment travailler à la relance économique de notre pays. C'est absolument indispensable si on ne veut pas avoir une crise sociale majeure. Oui, parce qu'il y a des plans sociaux, dit encore Emmanuel Macron, et il y en aura, bien sûr. Alors justement, Airbus, c'est 5000 suppressions d'emplois, dont 3500 à Toulouse. Étant donné les aides de l'État, qu'est-ce que vous demandez au patron d'Airbus ? Ce que je demande au patron d'Airbus, c'est de prendre ses responsabilités. Parce que l'État a pris les siennes. L'État a déployé un plan pour l'aéronautique qui n'a pas d'égal. Alors, ce plan n'est pas juste pour Airbus. Il est pour l'ensemble de la filière, il est pour les donneurs d'ordre, il est pour la sous-traitance également. Mais ce plan, il doit permettre de maintenir chez Airbus des compétences technologiques, puisque nous avons spécifiquement quadruplé les aides au financement de l'innovation et de la R&D. Donc, ça doit permettre aux ingénieurs d'Airbus de continuer à travailler sur des programmes. Et nous avons mis en place un système de chômage partiel de longue durée qui doit permettre de préserver les compétences. Pourquoi ? Parce que quelqu'un que vous formez chez Airbus, vous mettez 10 ans à le former. Vous mais lui, il voudrait que ça aille encore plus loin sur le chômage partiel, c'est-à-dire, alors, on a du mal à comprendre. Non, je crois qu'il adresse son propos en direction de l'Allemagne, qui n'a pas de dispositif de chômage partiel aussi protecteur que le nôtre. Donc, j'en déduis que le chômage partiel et le dispositif que nous avons mis en place, qui est effectivement inédit, sans égal, fonctionne bien et est reconnu par les chefs d'entreprise. Mais le plan tel qu'il est présenté là, il est inacceptable ou pas pour vous, pour le gouvernement ? Le plan, il doit être amélioré par le dialogue social et l'objectif est de viser aucun départ contraint. C'est ça notre objectif. Maintenant, le président de la République et Bruno Le Maire l'ont très bien dit. On est dans un secteur qui a perdu 40% de commandes. 40% de commandes. Qui aujourd'hui fonctionne totalement au ralenti. L'objectif, ou en tout cas l'annonce d'Airbus, c'est une diminution de ses salariés de 10%. Donc l'enjeu, c'est de regarder la vérité telle qu'elle est. Ce n'est pas Airbus qui a décidé... Oui, bien sûr, c'est tout le secteur. C'est tout le secteur qui est aujourd'hui à l'arrêt, de l'aviation commerciale jusqu'à l'aéronautique. Et nous devons accompagner cette transformation. Et notre enjeu, c'est de faire en sorte que l'aéronautique redémarre dans 2 ans, dans les meilleures conditions possibles, et sans perdre notre position de leader que nous avons réussi à construire. Parce qu'elle pourrait aller du côté de la Chine, notamment ? Parce qu'elle pourrait aller du côté de la Chine et des États-Unis. La compétition est aujourd'hui infernale. Les États-Unis investissent massivement, la Chine investit massivement, nous investissons massivement pour faire en sorte que notre aéronautique soit encore parmi les meilleurs dans 3, 4, 5 ans. Oui. Chez Air France, c'est aujourd'hui aussi que va avoir lieu la présentation officielle du plan de restructuration qui prévoit la suppression de 7500 postes d'ici 2022. Il y a un plan d'aide à hauteur de 7 milliards, c'est ça ? J'ai cru comprendre. Quelle est la contrepartie de ces aides ? La contrepartie de ces aides, c'est à la fois effectivement un dialogue social qui soit responsable et exemplaire. La deuxième contrepartie, c'est la transition écologique et énergétique. Air France a une trajectoire de réduction de ses émissions carbone. Mais ces aides, elles sont aussi justifiées parce que Air France est au bord du gouffre. Et comme
toutes les grandes compagnies aériennes aujourd'hui, beaucoup ont déposé le bilan au plan mondial. Certaines sont accompagnées par leur gouvernement, KLM, Lufthansa et aux États-Unis. Et l'enjeu, c'est de sauver ces compagnies aériennes tout en ne perdant pas de vue le fait que nous devons réduire l'empreinte carbone de l'ensemble de la chaîne aéronautique. Nous le faisons sur l'aviation commerciale avec la suppression des vols les plus, qui peuvent être couverts de la manière la plus facile par le train. Et nous le faisons dans l'aéronautique en finançant massivement l'avion décarboné du futur. Oui, bon. Il y a des marges de manœuvre possibles, que ce soit chez Air France comme chez Airbus ? Quand vous commencez une discussion sur un plan social, l'objectif c'est de l'améliorer et c'est là où nous serons évidemment... Pas de licenciement sec, c'est ça en quelque sorte. C'est là où nous serons aux côtés des organisations syndicales. La marge de manœuvre, quoi. Elle est là, non, sans doute. Un plan social réussi, c'est effectivement un plan social où il n'y a pas de départ contraint. Oui, voilà. Il y a un autre secteur, alors qui cette fois n'est pas symbolisé par une entreprise, mais par beaucoup. C'est l'ensemble du secteur de l'artisanat qui risque de souffrir également. Artisanat et petit commerce. Et petit commerce, et oui, petit bien sûr. commerce, j'insiste sur ça. Ce que nous disent ces très petites entreprises, c'est que, suivant les régions, entre 15 et 30% d'entre elles nous disent « je ne suis pas sûre de terminer l'année ». Parce que j'ai arrêté de travailler. Alors, c'est pas les commerces alimentaires, parce qu'évidemment, eux, ils ont continué à travailler. Mais les autres commerces et artisans vous disent « je ne suis pas sûre de terminer l'année. Je n'avais pas beaucoup de trésorerie avant d'entrer dans la crise. Je dois payer des loyers. Je n'ai pas forcément trouvé d'accord avec mon bailleur. Je dois faire face à mes charges sociales. Et donc, nous devons les accompagner. Et c'est ce que comment, alors, justement? Parce que sur les charges sociales, souvent, ce sont des reports, mais pas des exonérations complètes, quoi. Alors, c'est ce que nous avons fait. C'est-à-dire, nous avons décidé, pour les très petites entreprises, de moins d'1 million d'euros de chiffre d'affaires et moins de 10 employés, de faire des exonérations des charges sociales. Complètes, hein. Exactement, du mois de mars, avril, mai. Et pour la partie... tourisme, café, restauration, c'est-à-dire ceux qui ont été encore plus longtemps fermés, on rajoute le mois de juin. Et on maintient le fonds de solidarité. On va poursuivre le fonds de solidarité au mois de juin pour toutes ces très petites entreprises et on ira plus loin sur le tourisme, café, restauration. Pourquoi ? Parce que ces entreprises, elles n'ont pas de chiffre d'affaires, elles ont des charges en face et il faut qu'elles traversent cette crise. Les voir déposer le bilan nous coûtera plus cher in fine et coûtera très cher au lien social et à la vie dans les territoires. C'est qu'il faut les accompagner au long cours parce qu'évidemment il y a eu ces 3 mois difficiles mais ils ne sont pas certains et il n'y a pas de garantie que tout reprenne normalement dans les mois qui viennent. Alors aujourd'hui elles travaillent. Moi ce qui me... je dirais préoccupe le plus, c'est celles qui ne peuvent toujours pas travailler. J'avais hier une conférence téléphonique avec les grandes entreprises de l'événementiel qui ne peuvent pas réouvrir. Nous avons réuni mercredi les entreprises du monde de la nuit. Alors sourit tous sur la discothèque. Non, mais c'est quand même... c'est un vrai secteur d'activité. Évidemment, 100 millions d'euros de c'est 100 000 emplois, quoi, globalement. Alors, qu'est-ce que eux, ils disent, on va mourir, quoi. Ils ont lancé cet appel de détresse. Si on ne peut pas rouvrir, on va mourir. Eh ben, ce qu'ils nous demandent, c'est effectivement de pouvoir réouvrir. Donc, on doit les accompagner. En tout cas, moi, c'est ma conviction. Et, oui, mais pour l'instant, il n'y a pas eu de feu vert. Il n'y a pas de feu vert, si. On y travaille. Non, il n'y a pas de feu vert. Il n'y a pas de feu vert. Aujourd'hui, elles ne peuvent pas rouvrir avant le 1er septembre. Or, c'est l'été qui est le plus haut de la saison. Évidemment, il y a des raisons sanitaires derrière ça. Il y a de la crainte d'avoir des regroupements de personnes qui viennent... Mais ça va se faire de façon sauvage. Ça va se faire de façon sauvage. C'est pour ça que je pense, mais ça c'est un avis personnel, qu'il faut vraiment se saisir de ce dossier et qu'il faut définir les conditions d'une réouverture. Nous travaillons avant septembre, donc dans les jours qui viennent. Nous travaillons sur des conditions de réouverture sous forme de bars, puisqu'aujourd'hui les bars sont autorisés et que vous avez des installations dans les discothèques, l'air est renouvelé très régulièrement, vous avez une sécurité, puisque vous avez des agents de sécurité, vous avez de quoi, ils ont une licence 4, donc tout est retenu pour faire des bars lounge où on a des groupes qui se regroupent et pour leur permettre de faire du chiffre d'affaires. Qu'est-ce qu'ils vous répondent, les discothèques ? Ils nous répondent, permettez-nous de recommencer à rouvrir et si c'est en mode dégradé, c'est OK pour nous. Bon, donc il y a... Donc il y a un chemin. Il y a une possibilité. Il y a un chemin, mais il faut s'en saisir et effectivement ne pas avoir peur de se saisir du sujet. Bon, on pourra aller danser sur les clashs et d'autres groupes, notamment. Peut-être. Question avec Cécile Ménibus. Oui, plusieurs maires écologistes s'opposent à l'installation d'antennes de 5G dans leur commune pour des raisons de santé publique. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que la 5G est totalement inoffensive pour la santé ? Vous n'avez pas une technologie, un médicament
l'air que vous respirez, dont vous pouvez dire à 100% que c'est inoffensif sur la santé. En revanche, ce qu'on peut dire, c'est deux choses. La première chose, c'est que dans la feuille de route de déploiement de la 5G, le sujet de la santé a été pris en compte dès le début et que nous avons saisi l'ensemble des autorités sanitaires. L'ANSES d'un côté, l'ANFR. L'ANFR, c'est l'autorité qui mesure les émissions, enfin les ondes en fait, de façon à s'assurer qu'il n'y avait pas de dégradation par rapport à la 4G. Je rappelle que personne n'interroge le déploiement de la 4G. Le déploiement de la 4G vous met dans un bain d'ondes permanent. La 5G est une technologie qui a cette spécificité de n'émettre que lorsque vous l'activez. Donc elle n'émet pas en permanence. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle est aussi moins énergivore, notamment, il y a d'autres raisons, puisque c'est un progrès technologique, elle est moins énergivore que la 4G. La deuxième chose, c'est que nous sommes le dernier pays à déployer. Je ne crois pas que les autorités sanitaires suédoises, allemandes, finlandaises, pour prendre des pays qui ont des modèles sur ces thématiques-là, que ce soit l'environnement ou la santé, aient été totalement irresponsables en déployant. La troisième chose, c'est que, évidemment, ce déploiement ne va pas se faire du jour au lendemain. Là, on parle d'attribuer des fréquences. Le déploiement va démarrer doucement en fin d'année. Et donc, il y a la place à la concertation, à l'explication. Et nous, on a lancé, enfin moi, j'ai lancé avec Elisabeth Borne, Olivier Véran et Bruno Le Maire une étude en mobilisant les différentes inspections pour regarder dans le monde entier les meilleures pratiques de mesures, d'accompagnement et de limitation des ondes. Mais il faut savoir qu'en France, vous avez une limite d'imitation des ondes qui doit être respectée, quelle que soit la technologie. Merci Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie. Donc on va suivre ce dossier notamment sur les professionnels de la nuit, parce que c'est particulièrement important. Alors évidemment que les vacances démarrent, hein. On l'a vu à de nombreuses reprises avec beaucoup de gens qui nous ont appelés au 0826 300 300. On a un peu de retard, le journal dans un instant. Oui, dans un instant surtout, on reviendra sur l'affaire Didier Raoult, accusé de faux témoignages par la PHP. Il est 8h.